Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Comment fonctionne le stabilisateur et à quoi sert-il? Les premières voitures utilisant un stabilisateur transversal pour réduire le roulis de la carrosserie dans les virages sont apparues dans les années 1920. Le stabilisateur, ci-après, par souci de simplicité et de concision, SPU, est presque toujours, à de rares exceptions près, une poutre en forme de U, moulée dans une barre ou un tube d'acier épais, fonctionnant sur le principe d'une torsion, élément élastique. La plupart des véhicules en ont au moins une sur l'essieu avant, mais il y en a souvent une deuxième sur l'essieu arrière. Le SPU relie de manière semi-rigide les parties droite et gauche de la suspension de la voiture, en étant fixe, directement ou par des articulations intermédiaires, à des pièces symétriques généralement aux corps extérieurs des jambes de l'amortisseur sur les suspensions de type McPherson ou aux bras inférieurs sur les doubles triangles, et à nouveau sur les McPherson. Bien qu'il ait la forme d'une énorme lettre, P, conventionnelle, du point de vue de la physique, le stabilisateur est un simple ressort. Le SPU permet une mise en œuvre extrêmement simple avec un minimum de coût pour réduire le balancement transversal de la carrosserie et améliorer la maniabilité lors des manœuvres, sans rendre les ressorts et les amortisseurs excessivement rigides sur une voiture civile ordinaire, ce qui priverait le conducteur et les passagers du confort de la conduite en ligne droite. Pour la conduite en ligne droite, le stabilisateur n'est pas nécessaire et, dans ce mode de fonctionnement de la suspension, il ne participe pratiquement pas ses deux extrémités aussi de manière synchrone, en même temps que les roues, et la force de torsion n'agit pas. Lors des manœuvres, la torsion entre automatiquement en action et commence à se tordre, augmentant la rigidité de la suspension du côte charge, extérieur au centre du rayon de braquage, tout en le pressant contre la surface de la route et en nivelant ainsi partiellement le côte non-charge intérieur. Par ailleurs, il convient de mentionner qu'il existe un certain nombre de voitures dans lesquelles le SPU joue un rôle plus important que la simple réduction du roulis, où il joue à la fois le rôle de stabilisateur et de tendeur longitudinaux pour les jambes de force McPherson. Parmi les modèles nationaux, il est possible de citer, par exemple, Moskvich 2141 et IZH 2126, et sur les voitures étrangères, il a été appliqué par exemple, sur les anciennes Mazda des années 70 et 80 et bien d'autres encore. D'une part, cette solution semble technologiquement plus avancée, mais d'autre part, la fiabilité du SPU est doublement requise, car en cas de rupture du stabilisateur habituel, il ne se produit généralement rien de catastrophique, et en cas de rupture du stabilisateur, qui joue également le rôle d'étirement, la roue recule brusquement, se bloquant en raison du frottement dans la niche de l'arche de la roue. Mazda RX 2972. Photo, Svetlana Parfionova enlevée ou doublée? Malgré son importance et son efficacité, le stabilisateur transversal reste un élément auxiliaire. En son absence, la voiture ne perd pas sa capacité de mouvement et ne devient pas fatalement dangereuse même si, bien sûr, dans certaines situations, le contrôle du conducteur est réduit. Il est impossible de ne pas noter qu'il existe de rares exemples d'absence tout à fait normale de cette piste et il ne s'agit pas seulement de la première moitié du XXe siècle, comme on pourrait le penser. Par exemple, des milliers de Renault Logan anciennes, dans les configurations les plus simples et les plus économiques, n'avaient pas de stabilisateur, ne souffrant pas vraiment de son absence, et nous sommes au milieu des années 2000, pour une minute. Le cas typique d'une voiture sans stabilisateur est celui d'une voiture en réparation et en attente de pièces détachées. Si le stabilisateur est complètement hors d'usage, pourquoi et comment cela se produit, nous vous le dirons plus loin, et qu'il doit être remplacé par un stabilisateur neuf ou, contractuel, je n'aime pas ce terme tordu qui s'applique à n'importe quelle camelote provenant d'une brocante, la voiture ne doit pas nécessairement être garée en attendant les pièces détachées. Dans le cas d'une conduite urbaine ou même suburbaine à vitesse autorisée et sans checkers délibéré, l'absence de stabilisateur est pratiquement imperceptible pour celui qui est assis derrière le volant. Ou, par exemple, si quelque chose ne va pas lors du remplacement des os, des jambes de force, par exemple, l'une ou les deux jambes de force ont déjà été retirées,
et les nouvelles achetées se sont soudainement révélées être du mauvais type dans cette situation. Vous ne pouvez pas remettre en place les anciens liens et retourner tranquillement au magasin avec un SPU qui ne fonctionne pas. Il arrive également que le stabilisateur soit déconnecté en dévissant l'une des extrémités de la lettre P ou même retire intentionnellement, alors qu'il est pleinement fonctionnel. Les propriétaires de Niva, par exemple, sont souvent coupables de cette pratique. Toutefois, il n'est pas nécessaire de les accuser sans distinction des interventions collectives analphabètes dans la conception certifiée. Si une personne comprend le fonctionnement du stabilisateur et voit clairement la différence dans les réactions de la voiture, alors le refus conscient du stab ne devrait pas être préjudiciable. Le but est avant tout d'augmenter les courses verticales indépendantes les unes des autres de la suspension de l'essieu avant en tout terrain. Souvent, l'élasticité du stabilisateur aggrave le contact avec la surface de l'une des roues. Un bonus accessoire, que les propriétaires de Niva obtiennent grâce à cet anti-tuning, est une réduction des vibrations et du bruit dans l'habitacle sur les petites bosses, que le stabilisateur, en vertu de son essence, aide à transférer à la carrosserie de n'importe quelle voiture. Les inconvénients sont assez prévisibles, augmentation du roulis dans les virages et effet d'une réaction retardée des roues au gouvernail. Cependant, il est impossible de dire que ces inconvénients modifient fatalement le comportement de la voiture et la rendent dangereuse. Oui, ils changent, mais modérément. Et comme le Niva est loin d'être un chef-d'œuvre de contrôlabilité, un conducteur adéquat est capable de compenser les changements de comportement de la voiture en contrôlant le mode de vitesse et les manœuvres. L'autre extrême consiste à renforcer l'efficacité du stabilisateur standard. Il s'agit d'une mesure spécifique visant à améliorer la contrôlabilité tout en conservant des propriétés anti-épines prononcées, qui est appliquée consciemment principalement sur les équipements vraiment sportifs, mais pas sur les voitures de ville ordinaires. En règle générale, les jeunes coureurs de rue s'adonnent à ce genre de manipulation sur les vieilles, classiques, de V à Z, pour lesquelles des kits d'installation d'un second stabilisateur natif sur le stabilisateur existant sont même produits en série. Une telle solution permet de doubler rapidement l'élasticité de la torsion, sans avoir recours à un boulon, à la soudure et à des coûts inutiles. Cependant, la signification finale reste vague. Pourquoi le stabilisateur grince-t-il? Un stabilisateur en bon état est silencieux en fonctionnement, mais tôt ou tard, il est capable de produire deux types de sons, des coups et des grincements. Les premiers ne nous intéressent pas pour l'instant, car tout est assez simple et ils sont produits exclusivement par les articulations à rotule des jambes de force du stabilisateur, appelé os ou maillon. Mais le grincement, parfois extrêmement bruyant et désagréable, est produit par le stabilisateur lui-même, qui tourne dans les bagues de fixation au cadre inférieur ou au châssis. On les appelle aussi coussins. Le travail de ces coussins suscite souvent l'incompréhension des propriétaires de voitures, y compris de ceux qui sont capables de réparer eux-mêmes leur véhicule. Et les hommes de service sont parfois muets. L'essentiel est de savoir que la tige de la barre stabilisatrice ne doit en aucun cas glisser à l'intérieur du coussin. Le coussin n'est pas une articulation classique, c'est un cil en bloc. C'est-à-dire que la rotation de l'axe, dans ce cas, la tige, dans ce n'est permise que par un petit angle et non par un glissement, mais par une torsion élastique de la masse de caoutchouc. Il s'agit d'une dise extrêmement importante, qui est ignorée par de nombreuses personnes. Sur le web, vous pouvez trouver de nombreuses histoires de personnes qui graissent sérieusement ces nœuds avec différents lubrifiants lors du remplacement des coussins ou en essayant d'éliminer le grincement sans démontage, en mettant de la graisse entre la tige et le coussin, ainsi qu'entre le coussin et le support, ou en essayant d'introduire des lubrifiants liquides à partir de bombes aérosols ou de seringues. C'est absolument impossible. Ou si vous le faites, vous devez au moins comprendre que c'est une erreur et que vous ne le faites que dans le but d'éliminer temporairement les grincements. Lorsque de la graisse pénétrait dans la zone de contact entre le coussin et la tige SPU, le cil en bloc disparaît et laisse place à un joint ordinaire, dans lequel l'acier tourne dans le caoutchouc, produisant des bruits et s'usant rapidement. Le sable et l'eau pénètrent dans les fissures d'usure et le processus s'accélère. Il en résulte un arrêt temporaire du grincement, jusqu'à ce que les flaques d'eau éliminent l'huile, l'usure du coussinet et l'accélération rapide de l'usure de la tige. Lorsque ce ne fonctionne correctement, exactement en mode cil en bloc, le mouvement de la tige n'est dû qu'à la torsion élastique du caoutchouc et il est totalement silencieux. Répétons-le encore une fois. La cause des grincements est la rotation de la canne dans le coussin,
ce qui ne devrait en aucun cas être le cas. Et il peut y avoir plusieurs raisons à cette rotation, sélection non réussie, sur la chaîne de montage ou par le propriétaire de la voiture, du coussin où ses dimensions ne sont pas respectées, défaut, le trou est trop grand, et les dimensions extérieures sont trop petites pour être correctement comprimées par la pince. Ou bien le caoutchouc est trop élastique, ou au contraire rigide. Traitement, recherche de coussins optimaux. Usure de la tige elle-même dans la zone de montage du coussin, lorsque son diamètre diminue. Traitement, si vous ne voulez pas changer l'ensemble de l'UPS, sélection de coussins non standards avec un diamètre de trou plus petit et un profil extérieur similaire. Ou avec un profil différent, mais en remplaçant les pattes de fixation par les pattes correspondantes. Décollement de la peinture sur la barre stabilisatrice dans la zone des bagues dans cette situation, même si la barre n'est pas usée et que les bagues sont de bonne qualité, il y a un glissement accompagne de grincement. Traitement, déposer des plaquettes, nettoyage complet de la tige de la barre dans la zone de fixation et remontage, de préférence avec des plaquettes neuves. Utilisation involontaire de pièces en polyuréthane comme coussin de remplacement. Souvent, le polyuréthane est choisi avec une rigidité si élevée qu'il est incapable de subir une torsion normale en mode cil en bloc. Et commence immédiatement à agir comme un joint coulissant, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Extension des capacités du système LPS. Il est clair que les caractéristiques d'un stabilisateur de torsion classique sont rigides et fixes. L'élasticité de la tige, sa forme et la longueur de course résultante sont réglées en usine et constituent bien entendu des compromis. Le SPU canonique améliorait modérément la tenue de route dans les virages, sans provoquer d'inconfort en ligne droite. Cependant, sur une bonne autoroute à grande vitesse, il serait bon d'être plus rigide qu'un véhicule de série typique, et sur une piste de terre caoteuse, il serait bon de disparaître temporairement. C'est la raison pour laquelle presque tous les grands constructeurs automobiles mondiaux ont, à différents moments, développé des technologies de stabilisateurs exclusives avec des caractéristiques variables contrôlées par la mécanique, l'hydraulique ou l'électrique. La conception la plus simple d'un SPU avance est la déconnexion électromécanique. C'est le cas, par exemple, sur les Nissan Patrol Safari de la génération Y61. Sur ces véhicules tout-terrain, le stabilisateur est uniquement sur l'essieu arrière. L'essieu avant ne disposait pas d'un tel système. Avait deux états disponibles pour le conducteur actif et désactivé. L'un des os du stabilisateur était simple, comme sur la plupart des voitures, avec des joints à rotule. Mais l'autre était d'une conception télescopique spéciale et comportait un mécanisme de verrouillage à l'intérieur, une goupille de verrouillage se déplaçait sur la tige de liaison, entrant dans une fente sur la tige. Le mécanisme de verrouillage était actionné par un câble, à l'état bloc, la jambe de force était rigide, reliée au châssis, et le stabilisateur fonctionnait. Lorsque le conducteur déverrouille le mécanisme, la crémaillère est libérée de la goupille et sa structure télescopique commence à se déplacer librement. Le stabilisateur cesse de fonctionner, ce qui donne plus de liberté à la suspension. Le système était commandé par un bouton situé dans la cabine, qui alimentait une Unite dotée d'un moteur qui tirait et poussait le câble. Il y avait également un module électronique qui recevait des signaux du capteur de vitesse lorsque la vitesse dépassait 20 km/h. Le stabilisateur était automatiquement actif, indépendamment de la volonté du conducteur. Les avantages de cette solution étaient sa relative simplicité, et même la possibilité, après une petite modification, de l'actionner simplement en tirant le câble manuellement. Tandis que ses inconvénients étaient sa tendance au cognement et un certain nombre de solutions infructueuses, une boîte de vitesse à câble fragile et un câble non protégé. Le système de Nissan utilisait une simple jambe de force télescopique pour relier le SPU à la carrosserie, avec la possibilité de l'étendre ou de le rétracter mécaniquement. L'idée s'est ensuite développée lorsqu'on s'est rendu compte que la jambe de force télescopique pouvait être rendue hydraulique, à la manière d'un amortisseur miniature. Dans ce cas, en ajustant la pression du fluide, il est possible non seulement d'activer et désactiver l'ATC, mais aussi de le contrôler en continu, en surveillant la vitesse, la dérive latérale et l'angle de braquage. Un tel système appelé Active Cornering Enhancement est apparu, par exemple, sur le Land Rover Discovery de la deuxième génération, depuis 1998. Il était extrêmement compliqué, sur les stabilisateurs avant et arrière, à la place d'une des jambes de force, était monté deux puissants cylindres hydrauliques avec deux conduites hydrauliques à haute pression reliées à chacun d'eux pour le mouvement de la
tige vers l'avant et vers l'arrière, semblable à celle qui contrôle le mouvement du godet ou de la flèche sur les bulldozers et les grues. Une pompe entraînée par le moteur maintenait une pression élevée constante dans le système, tandis qu'une unité de commande des vannes, basée sur les signaux d'un puissant contrôleur électronique, modifiait continuellement, et très rapidement, la pression dans les cylindres hydrauliques, assurant une variation automatique et progressive de la rigidité des deux stabilisateurs transversaux en fonction de l'état de la route. L'ingénierie de la solution était impressionnante, mais elle a été gâchée par la réputation générale de LR dans ces années-là. La fiabilité du système ACE était médiocre, et la réparation d'un système défectueux coûtait une somme folle. Le système de suspension dynamique cinétique, KDSS, de Toyota, bien connu de la famille Land Cruiser, est, si je puis dire, une simplification raisonnable du système ACE de Land Rover. Le KDSS comporte également deux stabilisateurs, avant et arrière, reliés au châssis par des vérins hydrauliques, un par stabilisateur, qui peuvent en modifier la longueur. La pompe hydraulique et le réservoir hydraulique situé sous le capot sont exclus du système, car le fluide se déplace entre les cylindres avant et arrière, comme entre des vases communicants, par lui-même, sans pression extérieure. Les cylindres avant et arrière sont reliés par des tubes à travers un bloc de vanne, ce qui permet au fluide de circuler d'un réservoir à l'autre à des intensités variables. Lorsque les soupapes sont complètement ouvertes, les tiges des cylindres hydrauliques tournent librement et les stabilisateurs ne fonctionnent pas, c'est le mode tout-terrain, qui maximise l'articulation de la suspension. Lorsque les soupapes sont complètement fermées, il s'agit du mode de rigidité maximale du SPU pour une conduite rapide sur une autoroute sans à-coups. Les modes adaptatifs intermédiaires permettent de surveiller une série de facteurs à l'aide de l'électronique et de contrôler activement les soupapes, modifiant la rigidité des deux stabilisateurs dans de larges limites. Système de suspension dynamique cinétique Toyota, KDSS, Audi applique sa propre solution, très intéressante, en s'éloignant complètement de l'hydraulique. Par son principe de fonctionnement, le système AWS d'Ingolstadt est extrêmement similaire à un tournevis. Le stabilisateur transversal des crossovers Audi a une forme en UAC traditionnelle et une cinématique de travail tout à fait classique. Mais en même temps il est coupé en deux moitiés en forme de L, reliées l'une à l'autre par un moteur électrique avec un réducteur planétaire comme n'importe quel tournevis. Imaginons qu'une moitié de la poutre stabilisatrice coupée soit serrée dans le mandrin de ce tournevis, fictif sans manche, et que l'autre moitié soit attachée à son corps. Si le moteur électrique est alimenté, les moitiés en forme de L se déplaceront l'une par rapport à l'autre de la même manière que les cornes d'un simple stabilisateur d'une seule piste se déplacent pendant le fonctionnement. Mais dans le système AWS, le moteur électrique crée une force variable responsable de l'élasticité en torsion du SPU, et plus le moteur est alimenté par l'unité électronique à partir d'une batterie auxiliaire spéciale de 48 volts, plus le stabilisateur compense efficacement le roulis de la carrosserie. Une telle solution relève, soyons francs, de la voltige automobile et rappelle l'épisode bien connu de l'évolution, lorsque le système complexe, précis et coûteux de la direction assistée hydraulique a été universellement remplacé par la direction assistée électrique, qui n'a pas besoin de pompe, de réservoir, de canalisation à haute pression, de joints responsables du mécanisme de direction et d'autres caractéristiques du complexe GUR. Le seul élément extramuros question concernant le convoyeur, l'entreprise KAC de Kineshma est l'un des principaux fabricants de stabilisateurs transversaux dans notre pays. L'usine fabriquait des stabilisateurs pour Moskvich et Ziguli à propulsion arrière. Aujourd'hui, elle en produit pour VAZ, UAZ, Aval, PSA. Avant les sanctions, l'usine était le plus grand fournisseur de ZF-TRW en Europe et fournissait des stabilisateurs à toutes les chaînes de montage de voitures en Russie. Will s'est entretenu avec l'ingénieur en chef de l'usine, Vyacheslav Vorkunov. La barre stabilisatrice est constituée d'une barre d'acier solide ou d'un tube creux, quelle est la différence? Une solution peut-elle être considérée comme obsolète et l'autre comme plus moderne? Vyacheslav Vorkunov, jusqu'en 2010, la plupart des voitures étaient équipées de barres pleines, puis les barres creuses les ont progressivement remplacées, d'abord sur l'essieu avant, puis sur l'essieu arrière. Il n'y a pas de différence en termes d'efficacité et de durabilité. Un stabilisateur présentant toutes les caractéristiques souhaitées peut être fabriqué à partir d'une barre ou d'un tube. On considérait que la conception tubulaire est un type de stabilisateur plus moderne, car le poids spécifique de la barre elle-même
est inférieur à celui d'une solution similaire faite d'une barre de 25 à 35% en moyenne. Dans le cadre de la tendance à l'allègement des voitures en vue de réduire la consommation de carburant, cet aspect est important. Q. Quelle est la durée de vie en kilomètres et ou en années du STP sur une voiture de tourisme moderne moyenne? Dans quelle mesure les cas de rupture de tige sont-ils réels et peuvent-ils être prévus d'une manière ou d'une autre? Est-il judicieux de remplacer le stabilisateur de manière proactive à un moment donné, sans attendre qu'il se brise? Vyacheslav Vorkunov, lors de la conception d'une voiture, la barre stabilisatrice est formellement calculée pour toute sa durée de vie. La durée de vie réelle du stabilisateur dépend de l'activité de conduite, plus le stabilisateur est sollicite, davantage de virages. Sert à grande vitesse, davantage de conduite sur des routes non pavées, etc. Plus la durée de vie est courte. En fait, la raison d'un remplacement préventif peut être soit une déformation évidente, torsion de la tige avec inclinaison du corps, soit une usure importante du stabilisateur dans la zone du coussin de la bague, où se forme avec le temps une surface qui concentre les contraintes avec le risque d'une rupture ultérieure. Il n'y a pas beaucoup d'incidents de rupture soudaine du SPU, mais 95% d'entre eux sont causés par la fatigue de la rampe, environ 5% par les accidents de la route et moins de 1% par ce que l'on appelle la rupture cristalline, lorsque la rampe entre en résonance. Ou en raison de changements rapides des conditions de température, généralement lors de l'utilisation en hiver et au moment de commencer à conduire. Par exemple, un démarrage intensif sur une piste en terre battue dans une forte gelée. Même le préchauffage du moteur à sa température nominale de fonctionnement est inutile dans ce cas, il suffit de commencer à rouler en douceur, plutôt que de rouler à l'arrêt. Support d'assemblage, montage des patins de stabilisation et des jambes de force sur la flèche K. Il est clair que votre entreprise ne produit pas de système de stabilisation complexe à caractéristiques variables. Mais il y a eu au moins quelques innovations dans les tiges elles-mêmes ces dernières années, à part le passage de la tige au tube. Vyacheslav Vorkunov, j'aimerais souligner, en passant, que même dans les systèmes les plus complexes et les plus avancés de contrôle actif de la rigidité du stabilisateur de stabilité latérale, la base de la pyramide, de l'hydraulique et de l'électronique reste une simple barre de torsion, dont on ne peut pas se passer. Les changements évolutifs l'affectent peu, même chez les leaders les plus importants des constructeurs automobiles. En fait, la seule nouveauté apparue ces dernières années est la barre stabilisatrice avec coussinets intégrés, utilisée pour la première fois dans l'industrie automobile russe sur la Lada Vesta. Les coussins vulcanisés à la tige de la barre empêchent les grincements lorsque le stabilisateur se tord sur des routes irrégulières. La durée de vie des coussins et de la barre dans son ensemble augmente, car aucun abrasif ne se glisse entre le coussin et la barre et ne la ronge pas. Le seul inconvénient de cette solution est le coût de remplacement. En conclusion, le stabilisateur de stabilité transversale est un élément essentiel pour garantir la sécurité et la performance des véhicules. Sa construction repose sur des matériaux robustes et une ingénierie précise, lui permettant de fonctionner efficacement en maintenant l'équilibre lors des manœuvres. Cependant, comme tout système mécanique, il peut rencontrer des pannes dues à l'usure ou à des défauts de fabrication. Il est donc crucial de procéder à un entretien régulier et de rester vigilant quant à son état. En comprenant son fonctionnement et ses limites, nous pouvons mieux apprécier son rôle dans la conduite sécurisée.